Bonjour tout le monde. On a 3 intervenants pour conclure la première journée de discussion autour du thème précisément des clichés. Donc on est au centre du thème du colloque et de nos travaux et on va parler du rôle des clichés dans la réflexion sur la banlieue, et les clichés ici dans les deux sens. Des clichés dans le sens des stéréotypes, mais des clichés aussi bien sûr dans le sens des images photographiques. On va commencer avec Elise Bouet, qui est à Trinity College in SUNY in Albany, où elle est en train de travailler sur une PhD, une thèse de doctorat, in French Cultural Studies, les études culturelles françaises dont Bruno nous a parlé tout à l'heure, dans toutes ces étés controversés. Elle travaille en particulier sur la France du 21e siècle, mais surtout de la crise qui a suivi la période des 30 glorieuses, la crise liée à la crise de pétrole dans les années 60, 70. Et elle s'interroge en particulier sur les banlieues et sur les émeutes en banlieue. Elle va nous parler aujourd'hui de la reconstruction de la banlieue, reconstruire les banlieues en déconstruisant les clichés. Merci. Je tiens à préciser que Trinity College, celui du Connecticut, qui est beaucoup moins connu que l'autre auquel vous pensez. Alors, par ailleurs, donc d'habitude je travaille sur les émeutes de 2005, notamment la notion du jeu. Et l'année dernière, en participant à la résidence d'été, en fait, j'ai eu envie de me lancer un peu dans l'espace littéraire, plutôt. Donc ici, vous allez voir, pour moi c'est quelque chose d'un peu nouveau, en fait. Et donc je vais m'éloigner un petit peu des cultural studies aujourd'hui. Voilà. Et, mais vous comprendrez pourquoi plus tard. Publié en 2010, le premier roman d'Abdelmalek, La guerre des banlieues n'aura pas lieu, reçut le prix Edgar Faure comme meilleur ouvrage politique de l'année. Dans ce roman, l'auteur offre un portrait de la banlieue qui met en jeu les peurs et les fantasmes collectifs d'une France lepenisée. Pourtant, le rappeur apporte avec subtilité une conclusion optimiste empreinte d'universalisme et de beauté. Si Abdelmalek est reconnu sur la scène musicale et médiatique française, il fait par ailleurs l'objet de critiques virulentes sur cette même scène. Tandis que son art tente de réconcilier les différents horizons culturels de la France dans un contexte de crise identitaire nationale, certains critiques l'accusent de cooptation et voient dans sa réussite et son œuvre un modèle qui répond à la pensée républicaine ambiante. Quelle liberté reste-t-il donc à l'artiste de banlieue? Face à ces critiques, l'artiste est confiné dans un espace où la seule attitude possible se limite à l'antagonisme ou la soumission. Dans cette communication, je propose d'analyser le processus de déconstruction qu'Abdelmalek entreprend dans son œuvre au travers de l'intertextualité pour exposer la mise en jeu des clichés à la fois inéluctable et libératrice. À l'image de l'architecture des banlieues, le texte de l'artiste devient un espace de déconstruction et de reconstruction. Cette démarche est celle d'une ouverture et le roman d'Abdelmalek amorce une transformation de la banlieue, de son signifiant et son signifié. Dans le récit en question, nous suivons l'histoire de Peggy à sa sortie de prison. Peggy a trouvé la spiritualité et la paix en devenant musulman pratiquant durant son séjour en prison. Le jeune homme noir s'est réconcilié avec son idée en choisissant son nom musulman, Suleiman. C'est une renaissance. De retour dans la cité, il observe les changements qui se sont produits durant son absence et rencontre le nouveau médecin, je cite, un Gaulois aux yeux bleus, converti à l'islam.
Les deux jeunes hommes fondent une amitié basée sur de nombreuses conversations personnelles et spirituelles. La conversion de Thomas Sidi Akil Mignard fascine le protagoniste qui réévalue le sens du mot fraternité dans toute son œuvre. Il nous fait comprendre que dans le discours républicain, la fraternité comme signifiant s'est éloignée de son signifié. Il réconcilie ainsi cet éloignement en adhérant au principe fraternel du soufisme. Par la suite, Souleymane rencontre d'autres personnages au sujet desquels le narrateur nous dit à la fin qu'ils sont des réponses. Thomas, donc l'un des personnages, le nouveau médecin, est un ancien raciste qui s'est transformé et asségi par le biais de l'islam. Et il incarne une réponse possible, celle d'un potentiel pour la France. À travers le récit, nous comprenons que l'islam, et surtout le soufisme, est une solution au problème des cités. Et j'insiste sur l'article, une solution, pas forcément la solution. Chaque personnage est introduit comme un fragment, parfois dans le genre épistolaire. En fait, le genre du roman est vraiment difficile à caractériser. Et c'est au cours des incendies de la Saint-Sylvestre que le narrateur rencontre sa future femme. Son fils Mokhtar apparaît après une ellipse temporelle de 8 ans pour un bref chapitre avant la fin momentanée de l'histoire. C'est ainsi qu'il nomme, littéralement, son dernier chapitre, la fin momentanée de l'histoire. Il incarne la nouvelle génération qui grandit en banlieue. Malgré les obstacles qui se présentent à cette génération, il fait figure d'espoir car la fin écrite est une ébauche. En effet, cette fin qui peut paraître simplifiée ou elliptique est un rejet du déterminisme social attribué aux banlieues. Autrement dit, la fin n'est pas écrite. Elle est en cours d'écriture pour les générations futures qui l'invitent à compléter l'histoire. Sans aucun doute, le récit se déroule en banlieue, parle de la banlieue et est écrit par un auteur qui a vécu dans la banlieue. Dans ce cas-là, il s'agit d'Adamani qui a vécu dans la banlieue de Strasbourg. Et on suppose que l'histoire se déroule également dans la banlieue de Strasbourg, puisqu'il évoque les incendies de la Saint-Sylvestre. C'est, je cite, l'histoire réaliste d'une expérience vécue, dit-il. Ainsi, la réalité sociale de cette histoire apporte une perspective anthropologique au récit. Pourtant, nous considérons ici le récit comme partie intégrante d'une œuvre plus large. Je propose ici de l'envisager comme un ouvrage, c'est-à-dire une œuvre qui ouvre, mais aussi un ouvrage comme travail en cours, comme livre qui est en construction. Les critiques se sont souvent arrêtés à l'intrigue du récit et à la dimension anthropologique du roman, sans comprendre l'ensemble de la matérialité du livre avec ses photos, ses définitions et ses annexes. La structure est assez unique en fait dans les livres. Or, ces apports artistiques et philosophiques multiples font partie de l'intertextualité qui se tisse et se renforce au fil des pages. Tandis que le roman a reçu dans l'ensemble une réception très positive, surtout dans la presse et la scène politique, on observe deux types de critiques auxquelles l'auteur doit faire face. Il s'agit de critiques auxquelles les artistes de banlieue se heurtent de manière récurrente. Dans un premier temps, on a reproché à l'auteur l'étroitesse de son récit, le manque de substance de ses personnages, ainsi que le langage vernaculaire qu'il a utilisé. Dans un second temps, ces critiques sont en désaccord quant à l'usage des clichés qu'il entreprend dans son livre. Pour certains, il ne tombe pas dans les clichés, tandis que pour d'autres, et je cite, les clichés se succèdent. Drogue, vol, moto sans casque, prison, alimentés par des dialogues simplistes entre des personnages sans relief. Pour la journaliste politique de Marianne-Laureline Dupont, qui a fait tous ses reproches, le livre est un condensé ultra-réducteur de la banlieue et de ses habitants. Pour elle, Abdelmanik ignore des pans entiers de la réalité suburbaine. Elle regrette la dimension familière des dialogues, où figure une vulgarité linguistique pourtant réaliste. Elle ignore au passage la dimension poétique qui traverse le récit, dans l'introduction qui résonne avec son rythme et ses rimes, au refrain d'un slam qui au contraire met le texte en relief et tisse des liens avec le hors-texte, lorsqu'il dit « voilà de quoi je parle » plusieurs fois, d'une manière très rythmée qui nous rappelle vraiment sa musique et sa poésie. D'autre part, sur le fond, certains critiques reprochent à Manik cette approche universelle de paix qu'ils perçoivent comme naïve, prévisible et politiquement correcte, dans la mesure où le parcours de l'artiste apparaît comme un modèle à suivre pour la jeunesse des banlieues, notamment en matière d'intégration. C'est une critique de son œuvre en général, au-delà du roman. C'est également une critique prévisible qui vise la nouvelle bourgeoisie des banlieues. Dans le rap, on le distingue ainsi des rappeurs radicaux tels qu'Echo et de la Rumeur qui subissent
la censure et les procès pour leurs textes considérés anti-républicains, tandis que Malik jouit d'un succès commercial évident. De plus, il s'agit ici en fait d'un article qui a été écrit par Jacques Denis avant la publication du roman, mais qui s'applique en fait à son message en général. Il rapproche les propos de Malik à ceux de Nicolas Sarkozy dans un article publié dans le Monde diplomatique où il dit, alors je vais vous lire le début de l'article en fait. Sur certains sujets, comme dans les banlieues, ce n'est pas une question de parti. Il faut au contraire une union républicaine, un plan Marshall pour les quartiers. Il y a des sujets où la famille politique n'a pas de sens. Non, donc c'était une citation dans la citation. Non, ce n'est pas un discours du président de tous les Français, à l'époque en 2008, donc, qui renvoie à Sarkozy. Ces propos sont signés Abdel Malik, rappeur d'origine congolaise, pour qui il faut déposer son sac de douleur. Et il rajoute les rancœurs accumulées au fil des siècles d'exploitation, ce que Abdel Malik n'a pas dit. Ce sage élan, teinté de soufisme, n'a pas manqué de trouver un écho favorable dans les médias, de droite comme de gauche, qu'il fallait rassurer après les émeutes de novembre 2005. Malik se retrouve donc accusé de vouloir rassembler alors qu'il pourrait brûler des voitures. On l'accuse d'être apprécié et reconnu par l'élite française et de suivre un procédé évolutif plutôt que révolutionnaire. On lui reproche sa réussite et d'une certaine manière, il en est victime. Que peut-il donc faire si même l'ancien Premier ministre de Villepin vante son roman et le félicite car pour lui, ce livre conjure la peur. Donc en effet, on retrouve ces clichés couramment véhiculés par les médias dans la forme et le fond de l'œuvre. Ils sont là. La criminalité, la drogue, l'islam, les voitures brûlées, le racisme de la police, les tours et les cages d'escalier font partie du portrait banlieusard qu'Abdel Malik dépeint. Par ailleurs, on retrouve une image forte de la banlieue et de la France, souvent présente dans l'imagination collective, celle de la personnification de la France comme femme malade, et la banlieue comme symptôme de ce mal. La famille Mignard incarne une certaine France, ou plutôt l'idée qu'on se fait de la France. Les parents de Thomas représentent une génération de 68ards aux bonnes intentions, mais qui ne comprennent pas la situation actuelle des banlieues et font l'amalgame entre islam et terrorisme. Leurs enfants, plus tard convertis à l'islam, représentent la génération de la crise. Ils incarnent le potentiel des générations à venir. Cet aspect épique du rituel initiatique dans son roman met en avant le rapport entre les opportunités qui se présentent et le choix que l'on fait dans la vie à travers les personnages de Thomas. La construction de son identité indique que la France peut encore trouver sa voie, son identité malgré ses erreurs passées. Dans un chapitre qui porte sur les causes du racisme, la France est d'abord comparée au corps malade d'une toxicomane et la drogue est une métaphore du racisme. Je cite. Je parle de patriotisme, de nation et de peuple, des termes qui souvent ont pris en otage et déviés de leur sens par ces toxicomanes de tous bords, défoncés à la politique des extrêmes et au choc des civilisations. Et elle chancelle, fuit du regard, pique du nez comme sous l'effet de l'héroïne, la France. J'y vois comme une parabole pour dire combien elle était belle avant qu'elle ne se calme, pour supporter le pesant du prestige de ce qu'elle avait avant, la France. D'autre part, il insère une définition du mot racisme dans sa narration. Il offre 4 définitions différentes du mot racisme, et en voici la 4e. Ces définitions sont de plus en plus subjectives, en fait. Conservatisme, virus malin qui s'adapte, se développe dans son environnement qui ne lui est pas favorable a priori. C'est un cancer d'un autre genre, d'un autre âge, une pathologie aux symptômes invisibles pour beaucoup, mais qui gangrène sous la chair de nos jolis mensonges. Fin de citation. Quelques pages plus loin, la France a cédé au racisme et prend forme d'un zombie puis d'un esclave. Je cite, un cadavre est forcément sourd, donc aveugle aux couleurs de son sol. Fin de citation. Le racisme aura donc tué la République, sauf si la banlieue la sauve. Le discours politico-médiatique sur les banlieues a longuement contribué à la construction imagée d'une France malade. Souvent, la banlieue apparaît comme la maladie responsable de tous les maux du corps national. Et maux MAUX. Abdel Malik inverse la tendance et rejoint la vision psychiatrique de Fanon qui voyait la colonisation comme une maladie. Dans ce même chapitre, on apprend que le grand-père maternel du narrateur a assisté en personne au discours de Brazzaville et s'est battu pour la France qu'il considérait comme son pays, même s'il n'y avait jamais vécu, même s'il n'y vivrait jamais. La pensée de Malik s'inscrit ainsi dans une certaine continuité, si l'on considère que le racisme actuel vécu en banlieue et ailleurs est directement hérité d'un mal plus ancien et profond, ancré dans le colonialisme. En effet, Abdel Malik n'exclut pas les clichés rattachés à la banlieue, qui, au contraire, font partie de la couleur locale du roman.
Cependant, l'usage des clichés n'en signifie pas l'acceptation. L'artiste semble privilégier une approche qui fait face aux clichés et les expose, afin de mieux les déconstruire et d'offrir au lecteur une marge de liberté dans son imagination. Il s'agit d'un procédé évolutif. La déconstruction des clichés est apparente dans le récit, avec par exemple le chapitre intitulé « Suleiman démystifie les postulats de la banlieue », où le narrateur explique le processus de construction de la racaille. Pourtant, c'est au travers de l'intertextualité et de l'usage des photos que l'auteur rend la déconstruction possible. Autrement dit, le récit ne suffit pas à accomplir son entreprise de déconstruction. La collaboration des arts pour un homme des Lumières renforce la portée philosophique et politique de son œuvre. C'est ce que Juliette Gréco nous annonce dans la préface. Le titre du roman est un écho littéraire qui ne cesse de résonner. Il nous rappelle d'abord la première phrase de l'introduction de Peau noire, masque blanc de Fanon, qui dit « L'explosion n'aura pas lieu aujourd'hui, il est trop tôt ou trop tard ». Le titre du roman, tout comme la phrase de Fanon, fait référence à la pièce de Giraudoux, bien entendu, « La guerre de Troie n'aura pas lieu ». Texte qui renvoie à son tour aux écrits d'Homère. Ainsi, le titre du livre annonce la démarche de l'auteur qui tisse des liens avec le hors-texte pour étendre la portée de son message et renforcer le réseau des références mises à l'œuvre. De l'Antiquité à la négritude, au penseur français du XXe siècle, Malik insère son livre dans la sphère de l'histoire littéraire afin d'en renouveler l'approche. Cette entrée dans l'espace littéraire est parallèlement une entrée dans l'espace discursif de la banlieue. Cette approche didactique a pour but d'inviter le lecteur à s'approprier ces espaces qu'il faut démocratiser. L'usage de l'intertextualité est pour Abd al-Malik un procédé qui fait exister le texte au-delà de son auteur. C'est un rappel des écrits de Barthes, pour qui, je cite, « tout texte est un tissu nouveau de citations révolues ». Fin de citation, alors qu'il s'agit d'une mosaïque de citations pour Kristeva. Et même Montaigne, à l'époque, disait « nous ne faisons que nous entregloser ». On retrouve des éléments intertextuels tout au long du livre, dès la couverture avec son titre. Pourtant, l'intertexte dépasse le champ littéraire pour s'ouvrir sur les arts et la philosophie. Ces références multiples apparaissent sous de nombreuses formes. Pour cette raison, je considère le roman de Malik comme un roman hybride où le récit dépend de l'intertexte. Par exemple, avant de rentrer dans le récit, le lecteur découvrira que le livre est dédié à Sidi Hamza, l'héritier actuel du secret spirituel de la confrérie soufie. Pour un lecteur qui ne connaît pas l'islam, il faut attendre 6 chapitres, soit 77 pages, et lire la note de l'auteur pour comprendre la dédicace du livre. Sidi Hamza est un maître que le personnage Pierre a rencontré dans le livre, mais qui en fait est une expérience qui a été vécue par l'auteur. Et c'est une référence qui n'est pas toujours mentionnée comme telle. On a des citations du soufisme, par exemple, dont on ne sait pas, dont l'auteur ne nous explique pas l'origine forcément. La page suivante, si d'abord s'intéresse Davila, suivi de l'auteur lui-même qui fait un lien entre la vie et la littérature. Évidemment, tout ce que j'ai écrit ici est basé sur des faits réels et vécus. J'aime ce processus, vie et écriture. J'aime ça, la littérature. Celle-ci apporte une... Alors celle-ci, la littérature, pour Malik, apporte une tenue émotionnelle dans l'espace discursif de la banlieue, tandis que la musique est un débordement. Donc, il défend le même message, mais utilise un médium différent pour l'exprimer. La page suivante apporte une dimension musicale au récit avec une chanson de Sam Cooke, que je vous ai montré au début. The Change is Gonna Come, Sam Cooke qui est un chanteur nord-américain, une chanson que j'imagine que vous connaissez tous, et qui donne le ton du livre. Enfin, avec surtout l'espoir d'un changement. Un changement qui semble inéluctable. Enfin, s'ensuit le prologue que Juliette Gréco dédie au poète. Accompagné d'images, la musicalité du texte apporte une esthétique cinématographique au livre dès l'entrée dans le récit. Alors
une fois que le récit commence, les premières lignes du récit disent ceci. Dans la chambre, le jeune homme augmenta le volume de son CD, du son du CD. En revanche, avant de rentrer dans le récit, nous lisons, en guise d'introduction, un texte qui ressemble davantage à la musique de l'auteur, où la prose et la poésie se bousculent pour faire un état des lieux de la banlieue, mais surtout sur l'espace discursif qui l'entoure. Je cite, « Est-ce qu'on parle de la banlieue ou est-ce qu'on parle de la France ?» La différence entre l'essai et la fiction est ambiguë, comme indique le titre de son introduction. Je cite, « L'auteur annonce la couleur et le récit qui va suivre. La transparence de sa démarche défie les conventions, tout en les exposant à ses lecteurs, eux-mêmes futurs écrivains potentiels. Dans le récit en question, qui est le titre, ce titre annonce à nouveau des procédés littéraires en jeu. Je cite, « L'auteur se fait narrateur et entame une histoire de banlieue. » Cette transparence prend la forme d'une méthode d'entrée dans l'espace littéraire quand le chapitre suivant s'intitule « Moi, Peggy, personnage principal, m'empare de mon histoire et la raconte moi-même ». De même, les différentes définitions qu'il incorpore dans le récit, cité, racisme, islam, amour, sont au seuil de ces espaces. Parallèlement, la fin n'est pas absolue. Malik clôture comme il commence, par un volet philosophique. Le récit qui est central est encadré de formats textuels et visuels avant et après. On observe une symétrie presque parfaite entre le début et la fin du livre, quand ni le début ni la fin sont conventionnels. La fin momentanée de l'histoire est suivie d'un texte non fictif intitulé « Faire la concordance des différences », qui termine avec un message d'unité et la nécessité de trouver des solutions pour vivre ensemble en paix. À cette deuxième fin, il rajoute un autoportrait kaléidoscopique. J'ai pris des photos du roman. Donc vous voyez comment le livre est configuré et structuré. Donc voici un autoportrait kaléidoscopique. Donc voici le portrait, la page suivante. Dans cet autoportrait dans lequel il cite ses accomplissements musicaux et littéraires, donc par exemple, modeste point de départ de ma bibliographie, qu'Allah bénisse la France, mais aussi donc, sa discographie, ainsi que ses influences, ses lectures, et les pages plus loin, on a les films qui l'ont inspiré, etc. Puis, il y a une page de remerciements qui s'adresse à ses amis, donc à des anonymes, mais aussi des personnalités, Juliette Gréco, qui l'appelle Juliette, et son mari. C'est en insérant des photos en noir et blanc que toutes ces formes se complètent et résonnent entre elles. La photo de la couverture, montre l'auteur qui regarde un objet qu'il tient entre ses mains, mais ce n'est pas clair du tout. Il pourrait lire un livre, on ne sait pas. La dernière photo du livre est identique mais inversée. Donc vous voyez, et cette fois-ci on voit, on a l'impression que, enfin on reconnaît un appareil photo. Le plan n'est plus aussi rapproché, alors on identifie l'objet qui tient, qui semble être un appareil photo. S'agit-il de l'appareil qui a pris les photos présentes dans le livre? Cette dernière photo le suggère. Tout comme le texte invite le lecteur ou la lectrice à s'approprier l'espace littéraire, l'ajout de photos suggère un espace plus grand, celui de l'art. L'auteur ne nous donne aucun indice sur l'existence de ces photos. Elles accompagnent le texte comme forme artistique, anthropologique ou bien comme une ouverture d'un autre genre. En somme, si ces photos ont une nature arbitraire possible, peut-être qu'elles correspondent à l'errance ou bien même à l'idée de la flânerie comme tu en avais parlé tout à l'heure, l'errance dans l'espace urbain. Elles permettent surtout d'étendre le champ de l'intertexte et de renforcer l'architecture textuelle existante. Par exemple, la première photo qui accompagne l'introduction sur l'espace discursif de la banlieue illustre une grue, que vous avez vue,
symbole évident de construction et de changement. Ce plan portrait personnifie la banlieue pour lui donner une âme. L'urbanisme est réduit par la grandeur du ciel qui apporte un certain souffle à cette banlieue. De même, l'image du miroir qui accompagne la conclusion renvoie le lecteur à la page 87, où le narrateur nous explique que Silianza utilise l'image du miroir pour expliquer les notions de lumière et d'orientation dans le soufisme. Autrement dit, la spiritualité a sa place dans la banlieue. Mais plus encore, pourquoi ne pas voir dans ces photos une version contemporaine des tableaux parisiens de Baudelaire? Alors je sais que j'ai dit qu'il s'agissait de Strasbourg, mais dans la démarche, en fait, je tiens à faire ce rapport. Cette photo de grue annonce l'analogie entre le texte et la banlieue comme des espaces en construction. Ces photos qui représentent souvent le quotidien saisissent ces espaces liminaires tels que les fenêtres, des portes, mais aussi le pas de la porte, un tableau, le miroir, etc. On observe un mouvement de va-et-vient entre intérieur et extérieur, tels les différents points de vue qui existent sur la banlieue. Le seuil est un espace ambigu qui stimule la curiosité et la perception. La guerre des banlieues n'aura pas lieu est un roman sur l'espace discursif de la banlieue. Dans le récit, le narrateur rejette le déterminisme qu'on attribue au sort des banlieues et de la jeunesse qui y vit. Grâce à la force de l'intertextualité et un cheminement qui tente à ouvrir l'espace du texte, du texte et du discours, Abdelmalek propose une voie et une solution au problème de la banlieue et de ses banlieues, de la France et de ses banlieues. Le récit offre un message de fraternité universelle qui tente à rassembler les peuples. Pourtant, la forme de l'ouvrage transcende le récit en apportant au lecteur un guide d'entrée dans l'espace littéraire et artistique afin de changer le discours actuel sur les banlieues. Des clichés existent dans le roman pour mieux se transformer. Au sein de cette démocratisation des lettres, il reste au lecteur de traverser le seuil qui le sépare de cet espace, tout comme l'auteur l'a fait lui-même. La fin de son récit momentané n'est pas la fin du livre. Son dernier chapitre conclut ainsi, à suivre, peut-être. Merci bien. Alors, on va poursuivre avec l'interview.